Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaquent! Donc, c'est l'enfer dans le studio déjà. Samedi le 27 août 2016. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie, puisque c'est l'ordre dans lequel on a mis les lettres de l'alphabet pour faire en sorte qu'on l'écrive sur mon baptistère, de là à mon baptême. Puis on a décidé de m'appeler comme ça. Puis quelle explication plate. Éric est baptisé. Éric est baptisé. Ouais, dans mon temps, on n'avait pas vraiment le choix. C'était ça, où tu restais dans un camp un peu à l'extérieur du village, puis tu te faisais livrer ta bouffe parce que personne ne voulait te voir indépendant. C'était compliqué. C'était ça. Ou un coup de palette. Ouais, c'est ça. À mon âge vénérable, les choses étaient différentes à l'époque. Donc, on va avoir une belle édition des Geeks Contre-Attaque, belle discussion à venir. Des choses se sont passées cette semaine sur des nouvelles qu'on a parlé dans les dernières semaines. Donc, un peu de développement, un peu de suivi, on va avoir du fun avec ça. J'ai à ma compagnie Conan Arsenault, salut. Allô, allô. Et à la mise en onde, le non moins nommable, Mikey G. Oui, mais je suis pas juste à la mise en onde, je suis à la médiation, les gars. Si vous vous calmez pas, je vais sortir la hose. Oh yeah. On va avoir une beau discussion de sujet qui est relativement enflammé. À propos des jeux vidéo, on s'en dit pas plus pour l'instant. C'est parce que t'es un fanboy. Comment? Non, je suis pas l'enfant d'un ventilateur. OK. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la Geektualité. On s'attaque pas à quelqu'un qui a de la répartie sans en souffrir les conséquences. Ouais, surtout quand Mikey est avec un timing de feu. Ah, comme toujours, comme toujours. Donc, les geeks-actualités, que s'est-il passé? On va faire un survol de ce qui s'est passé dans l'actualité geek cette semaine avec toi, Conan. Donc, yes. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, il y a eu encore une fois des mauvaises nouvelles en Italie, malheureusement. Un beau petit tremblement de terre en Italie, mais ça a été finalement... beaucoup de peur pour le reste du pays, très peu de mal. Il y a eu, je pense, c'est quand même une centaine de morts quand même oui. dans le village. Parce que j'ai des amis qui sont en Italie présentement qui m'en ont parlé comme pendant que ça arrivait. Donc oui. Ça a été assez surprenant pour moi d'avoir comme hey, j'étais en Italie, c'était tout shake, là, il en parle-tu quelque part? Non. Ouais, c'est ça, c'était live, là. Ouais, c'est ça, j'ai reçu une nouvelle live, c'est pour que j'en parle. C'est pas très geek-related, mais je trouve que c'était intéressant de vous dire que j'avais reçu des updates live d'Italie pendant que ça shakeait. Puis okay. Ça a juste shaké à Rome, il y a eu aucun dommage. Okay. Donc, okay. La deuxième nouvelle, oui, je sais pas si t'as un petit peu, là, évidemment, quelqu'un que je veux regarder mes nouvelles, c'est là que mon feed il lâche. Ah, ben oui. Y a pas de problème, moi j'en ai une. Vas-y, mon Mikey. Rubrique nécrologique. Dans la dernière promo des Geeks Contre-Attaque, on fait référence entre autres à l'histoire de Star Fox, mais aussi à une histoire qui a bercé notre enfance, c'est-à-dire la guerre des Tucs. Oui. Cette semaine... Suite du combat des mitaines. Oui, c'est ça. Oui, et c'est correct. C'est correct. Du conflit des chutes d'hiver. En tout cas, continue. La zizanie des oreillettes. André Melançon, qu'on connaît bien cette semaine, qui a bercé notre univers d'enfants geeks, est décédé cette semaine. Donc, d'où que tu sois, j'espère que tu fais des forts en nuages. Oui, puis que la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Oui, c'est comme la moitié, dans le fond, du duo de choc des années 80-90, là, de lui, André Melançon et Roch Demers. Ça les compte pour tous. Combien de films? Je pense qu'il y a une quinzaine de films, facile. Il y en a vraiment un gros paquet. Puis c'est des films assez originaux, assez inventifs quand même. C'est des films qui sont un peu un ovni, là, dans l'espèce de cinématographie du Québec, là. C'est comme,
OK, on a plein de films fantastiques pour enfants. Ah, OK, ben, ils sont tous là, tous en même temps, toute la même gang. Oui, c'est ça. Puis c'était pas, puis ce qui était différent un peu peut-être de la version des histoires fantastiques qu'on voit dans les années récentes, c'est que c'était toujours fait avec un genre de pureté puis de naïveté, le fun, qui même un enfant de 4-5 ans pouvait écouter ça. T'avais pas de côté sombre, trop sérieux pour rien. Non, c'était comme... Non, mais Opération Banana Peanut, c'était étrangement creepy en malade. Ouais, faut que tu vois ça qu'un œil moderne. C'est le premier film qui m'a fait peur. Ouais. Tu sais, des adultes qui kidnappent des enfants. Moi, quand j'étais kid, j'étais comme, ouf, OK, là, c'est pas juste... Ouais. C'est pas juste des cheveux qui poussent à cause du beurre de peanut sur la tête. Non, c'était... Ouh. Non, mais c'est ouais, ça. c'était... Alors, je me rappelle tellement des films qui ont marqué. C'était pas rien qu'un, là, c'est plusieurs et plusieurs films qui ont tous trouvé une façon de rester brûlés dans notre mémoire. Si je parle du Jeune Magicien, moi, ça a été un film culte pendant 2-3 ans, facile, quand j'avais 8-9 ans. On parle de... Écoute... La guerre des tucs, Bac et Bottine, ça, c'est pas mal ceux que André Mélenchon a fait, là. Sinon, oui. Pour la collection... j'oublie le nom, excuse-moi. Les Contes pour tous. Les Contes pour tous, ouais, c'est ça. Il y a Tire-les et compagnie, il y a le Dauphin, là, comment c'était quoi le film? La grenouille à la baleine. Il y a aussi le Petit Chaperon Rouge, avec Fanny Lausier, qui était aussi là-dedans. Mm-hmm. Les Mathusalem faisait partie des Contes pour tous. Des Contes pour tous? Oui. Après ça, les aventuriers du temps perdu. Ben oui. Oui, hey, ça, là. Hey, puis on se rappellera de la quote mémorable dans la guerre de la cuisine moléculaire. La gare à gare, c'est pas une raison de se faire mal. Mikey. Ben oui. Ben, il fallait qu'on close le sujet d'une manière ou d'une autre. Ouais, aussi bien prendre la pire. Donc, une autre nouvelle, J'étais un peu... Mais en tout cas, repose en paix. Oui, malheureusement. C'est Mélenchon. Ouais. Et le dernier film qui a été fait là, pour le monde qui se demandait là, de la compagnie, pas de la compagnie, mais de la production Les Contes pour tous, c'est Daniel et les Super Dogs. Pour le monde qui l'ont vu, c'est pas super. Les chiens ne sont pas aussi super que le titre. Ça date quelle année, ça? Ça date de 2004. Ils ont quand même jusqu'en 2004? Ouais, c'est ça. Il y a quand même, ça a duré assez longtemps. Ils ont commencé en 84 avec La guerre des tucs, justement. Oui. Et puis pour finir avec une réussite d'André Mélenchon 2004. OK. Mais voilà. Autre chose? Oui, shit, mon maudit. Tout ce temps, et il y a pas tout ce temps, puis j'ai toujours pas d'internet. J'aurais quelque chose. Vas-y, mon cher. Je pourrais y aller avec ça. Hey. Chronique Gadget. Et là qui va là, ça va être la joie. Au nom de la loi, je vous arrête là. Bon. Chronique Gadget? Oui, et Chronique Gadget accouplée au livre des records Guinness. Oh. Parce que il y a un Australien qui s'est amusé à faire du cosplay. Okay. Et non seulement il s'est amusé ferme, mais il a remporté le titre dans la nouvelle édition jeu vidéo du livre Guinness des records 2017 qui va sortir le 8 septembre. Okay. Il a remporté le prix du costume avec le plus de gadgets fonctionnels. Shit, il doit en avoir un paquet, ça veut dire. Il y en a une bonne vingtaine qui fonctionnent. C'est un costume de Batman. OK. Là-dedans, il y a un projecteur pour faire un bat-signal. Il peut lancer des boules de feu. Il y a des batarangs pliables là-dedans. Il y a des bombes fumigènes. Il y a un micro laryngique pour changer sa voix en... Je suis Batman. Oh shit! Ouais. Mais toi, t'en as même pas besoin. Toi. Non, c'est ça. Il y a des medkits. Il y a des medkits aussi. Et, comble du Sunday sur la cerise, un bat-flasque pour permettre d'avoir du courage liquide pour combattre le crime. Mais non, c'est pour désinfecter ses plaies, Mikey. OK, d'abord. Mike, Batman qui boit ça à job. Hein? Pourquoi tu penses qu'il y a une voix de whisky 24h/24? Il absorbe par les pores de la peau. Alors voilà, le costume est quand même assez impressionnant. Quand tu dis medkit, je veux dire... fonctionnel? Oui, tout est fonctionnel. Un petit kit de premier soin. Qu'est-ce qu'un medkit fonctionnel autre qu'un plaster puis une boîte une boîte avec un plaster? Ça prend des gaz là-dedans. Ça prend de l'alcool à friction. Donc j'imagine des gaz. Okay, oui, pas du gaz. Pas du gaz. Des gaz. Non, c'est ça. Mais c'est comme s'il y avait un accident sur les lieux, il était clairement habillé pour ça.
Oui, c'est ça. Puis tout le monde sait que dans les rassemblements à Comic-Con, tout ça, il y en a des batailles qui se font. Hein? Il y en a des genoux qui se scratchent. Donc Batman va arriver avec son medikit, puis après ça, il va nous donner une petite gorgée de flasque, puis tout va être rose bonbon. Il y a des batailles dans les Comic-Con. Ah, tout le temps. Je paierais vraiment pour voir des personnages que jamais qui se battraient ensemble se battre ensemble. Il y a rien de plus agressif que des geeks dans des costumes de $800 qui veulent pas abîmer en passant dans un cadre de porte. Ouais. Donc. Qui ont chaud. Fin du sarcasme. Autre chose? Je sais pas si vous avez vu, les gars, il y a une couple de trailers de films qui sont popés sur Internet. Des bandes annonces de films un peu plus marginaux cette semaine qui sont sortis. Rien de gros. Là. C'est comme rien de gros, mais quand même. Ouais. C'est ça, il y a la suite de Blair Witch qui a eu un trailer officiel, donc on a encore plus. Ça, c'est-tu le film dont j'en ai rien à battre? Tellement. Ok, c'est bon. Non, mais attends un peu, je vais te donner un autre film que, oh my god, que tu savais même pas que t'en avais rien à battre, man, puis tu vas le savoir maintenant. Et c'est la suite de Cercle. Le Cercle, c'est les Rings qui s'en vient. OK. Ah. Fait que là, je sais pas si t'avais vu l'original. Ben oui. L'original, le japonais, non. Non, mais J'ai pas vu Ringo, j'ai vu Ring. si je dirais, je vais peut-être me faire crucifier, là, mais je dirais que c'est un des remakes américains qui est meilleur que l'original japonais. Oui, mais le 2 et le 2 américain, c'est l'inverse. Ouais. Le 2 prend une prémisse qu'on s'imaginait que ça serait cool s'ils feraient ça. Ils l'ont fait dans le 2 japonais. Alors que dans le 2 américain, ils ont fait quand même... Ah, il y a le 2 japonais aussi, j'avais pas vu le 2 japonais. Ringo 2, qui lui prend le principe que dans le fond, le vidéo passe à la télé nationale. Ah, ben c'est ça le principe pas mal de Rings, là, c'est que la vidéo est sur Internet. Ah, ok. Fait que là, il y a plein de monde à qui ça arrive en même temps. Là. Fait que ils ont décidé de prendre la prémisse du 2 japonais et le refaire dans le Rings. Ouais, mais c'est ça, là, ça a l'air d'être updaté, là, parce que, tu sais, Rings, ça date quand même d'une ère avant Internet. Ça a pas l'air si vieux que ça, mais quand on le regarde, ils ont des gros écrans qui te disent qu'il y a des grosses... Ils ont pas de cellulaire avec des écrans dedans qui peuvent se parler, tu sais. Ouais, ça, c'était comme la toute fin, la technologie qu'on a comme de façon familière maintenant, là. C'était juste avant que ça devienne vraiment répandu. Donc, ben, j'ai aussi, il y a aussi un film qui se voulait être un film à grand déploiement, qui est sorti dans le plus grand anonymat dans les dernières semaines. Saviez-vous qu'il y avait eu un remake de Ben-Hur? Oui. Oui. Qui est sorti cet été, dans le complète indifférence totale et l'apathie du public général. Puis ce qui est plate, c'est que dans le fond, c'est le genre de film qui, à la Gladiateur, que personne n'attendait quand il est sorti, avec Russell Crowe à l'époque, aurait pu, si bien fait avec des bons acteurs et un bon script, aurait pu être un succès comme surprise cet été. Et finalement, c'est juste un film de façon... Un autre film générique d'Hollywood qui essaie de banquer sur une franchise connue. C'est un petit peu triste. Ouais, puis en plus, c'est vraiment... je pense que ça aurait peut-être pu prendre par surprise, justement, comme tu as dit un peu avec les Gladiateurs, comme on s'entendait peut-être pas qu'on avait besoin d'un film, d'un nouveau film de char et de conduite, mais non. Non. Ben, en plus, c'est réalisé par Timur Bekman Betoff. Parce que tu parles du monsieur qui a fait son premier film américain qui était le film avec Angelina Jolie là, avec les balles qui courent, exactement, qui curve les balles. Mais qui avait fait des films Night Watch et Daywatch, les deux films de science-fiction russes. Toujours va te supposer avoir Duskwatch aussi que j'attends encore, mais qui était surprenamment fun. C'est beaucoup style par-dessus substance, on s'entend. C'est comme l'histoire fait un peu ni queue ni tête quand tu t'y attardes et il y a beaucoup de choses qui arrivent pas dans un ordre cohérent, mais visuellement et l'ambiance de ces films-là est vraiment géniale. C'est quelque chose que j'avais jamais vu avant et j'ai pas vraiment revu après. Donc, je suis toujours curieux de voir ce que Timur va nous offrir, mais Timur, je te dirais que c'est pas tout le temps bon. Non, ben c'est ça. J'allais dire que c'est comme un coup de dé à chaque fois, mais il faudrait que tu pognes un sur un dessin. C'est rendu comme ça. Là. Ouais. Un dé qui finit jamais de rouler les dessins. Oh my god. Ok, le budget. Oh my god. Le budget était de 100 millions. En date du 25 août. Oui. Internationalement, comment tu penses qu'ils ont fait? International, là, pas juste aux États-Unis, parce que c'est genre de film qui marche en Chine. Non, excuse-moi. Domestique. Ouais, USA seulement. Je sais pas, 12, 13? Ah, 15. 15? Hey, j'étais pas pire. 15 millions. Mais c'est pathétique quand même. On espère qu'on fait de l'argent en Chine, parce que sinon, ça va... Pourquoi il fait de l'argent en Chine? Transformer fait de l'argent en Chine. Donc, n'importe quoi peut faire de l'argent en Chine. Parce que ça, c'est tellement trop culture de l'Ouest que je pense que... Tu sais, comme Transformers, au moins, il y a des effets spéciaux pis des machines, déjà, ça connecte plus avec, tu sais, international Real Steel avait des machines dedans, ça a pas été terrible. Ok, bon. Real Steel. Hey, tu viens de me remettre ça? Oh my god!
Ok, on passe en musique, Mikey, s'il te plaît. La chanson de la semaine! Ah, que je suis machiavélique. Donc, cette semaine est sortie, pour ceux qui font un petit tour de temps à autre sur le site Overclock Remix, dont je parle de façon occasionnelle au show. Des fois. Est sorti un album hommage à Chrono Trigger. C'est un jazz tribute. C'est un album jazz qui reprend la plupart des thèmes du jeu Chrono Trigger. C'est un album qui est fascinant. Je l'ai écouté déjà 2 ou 3 fois depuis. C'est gratuit, vous pouvez downloader non seulement en MP3 avec toutes les artworks et toute la kit, mais en plus vous le downloadez en version de fichier sans perte, en FLAC qui appelle, en point FLAC. Donc c'est des fichiers qui sont comme au-dessus des points wave. T'as aucune perte. C'est l'équivalent du feed studio. Immédiatement après que la track soit enregistrée. Mais donc il n'y a pas de compression. Il faut avoir de l'espace quand même parce que les faut avoir de l'espace, sont mais c'est ce que Overclock Remix fait avec leur album toujours. Donc ça s'appelle Chronology, a jazz tribute to Chrono Trigger. On va vous faire écouter la pièce titre. La pièce initiale de l'album. C'est repris par Weasty and the OC Jazz Collective. Ça s'appelle Way Before the Day Before Yesterday. Et c'est le thème de 65 millions avant BC. C'est ça. Yeah. Donc on écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Alors, on vient d'entendre... Parce que rouler ses airs, c'est underrated. Donc... C'est underrated. Effectivement. Donc, on vient d'entendre Way Before the Day Before Yesterday. C'est le Weasley and the O.C. Jazz Collective. C'est sur l'album Chronology, a Jazz Tribute to Chrono Trigger. C'est disponible gratuitement, pardonnez-moi, sur le site de Overclock Remix. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Donc... Et avant qu'on se mette à parler de ce qu'on a dit qu'on allait parler dans la pause, une petite nouvelle vraiment en vrai que j'ai trouvé très très cocasse puis très drôle. Je sais pas si vous savez les gars, la substance que les acteurs sniffent sur les plateaux quand ils font de la coke. Parce que, tu sais, souvent, on les voit vraiment mettre une vraie paille à leur nez, puis tu sais, vraiment, mais c'est quelque chose, là, ça, là. Évidemment que c'est pas de la vraie coke, puis évidemment que c'est pas non plus n'importe quoi du sel non plus, tu sais, alors, mais ça serait... C'est quelque chose qui, c'est ça, est fait pour ça, pour pas avoir d'effets, pas irriter les voies nasales, tout ça. Exactement. Puis c'est du lait en poudre. OK. 90% du temps, c'est du lait en poudre, à moins que la personne soit allergique au lactose, d'habitude, tu sais, ils prennent d'autres choses, mais d'habitude, c'est ça, ça a la coke, tout ça. Sauf que... Jonah Hill en a tellement fait qu'il a fallu qu'il aille à l'hôpital pour ça, parce qu'il y a comme eu un choc toxique pour Wolf of Wall Street. Ah ouais. il a overdosé sur du lait en poudre. Mon Dieu. Ouais, fait que t'imagines-tu comment il a dû s'en faire des tracks, ouais. Puis non, une autre affaire que je viens de penser à ça, de Colin Farrell sur le site de Bad Boss, c'est ça? Horrible Boss. Ouais, qui est d'ailleurs un de ses meilleurs rôles, là. Colin Farrell, il est tellement drôle dans ce film-là. Il est parfait. Ça a aucun sens. C'est le pire fils d'un boss ever. Ah oui, il est horrible. Pas de sens. Puis il était tellement dedans, lui, que justement, il se promenait avec son sac de fausse coke à travers les takes, puis il en faisait avec tout le monde, juste parce qu'il était dedans dans son rôle. Je trouve ça très drôle. Pense à Colin Farrell, tu fais des tracks de poudre de lait. Des tracks de lait en poudre. Oh my god. Ben, ça a l'air que sur Wolf of Wall Street aussi, la scène où ce que Margot Robbie, qui est notre nouvelle Harley Quinn, baise sur un tas d'argent avec Léo. Oui. Paraîtait qu'elle s'est ramassée avec à peu près presque 1 millier de paper cut dans le dos, puis elle a de baiser sur un tas d'argent, elle le conseille pas à personne. The love making with 1000 cuts. Ah oui, donc c'est ça. Pauvre millionnaires qui ont des coupures sur le dos. C'est un genre de fantasy que tu veux pas... mais j'imagine. Il y a pas de gain. C'est quand tu fais juste être coté partout, c'est inconfortable, y a pas de fun à avoir là pendant tout. Y a pas de gain, y a juste du pain. No pain, no gain. Les gars, vous savez quand il s'agit de bouffe, je suis toujours à l'affût de ce qui se passe. Ouais, puis ce serait de boisson, tu serais à l'affût. Ok, on continue. Parlant de boisson, j'aimerais beaucoup avoir la recette du Coca-Cola. Je me ferais une fortune, mais apparemment qu'il y a quelqu'un qui est tombé sur les 11 épices. Du colonel Sanders. C'est un gars qui fait un travelogue pour le Chicago Tribune. Donc, ce journaliste-là est allé au Kentucky et est allé voir un des petits-neveux du colonel Sanders dans le musée en tant que tel, dans le parce musée. Que le neveu se tient dans le musée, évidemment. Oh, ouais. Mais il n'y a pas moyen pour se tuer, il dit de s'asseoir là. Il est habillé pareil. C'est ça. Il fait son chef. Il a fait une interview. OK? Il a fait une interview et apparemment que ce neveu-là, dans son grenier, dans un chest, dans son grenier, il a vu un journal dans lequel qui appartenait à sa tante Claudia, qui était la seconde femme du colonel Sanders. Ça s'en vient deep, là. Alors... qui, elle, avait chez eux... Le journal en tant que tel, avec une recette dans laquelle figure 2 tiers de tablespoon de sel. Il y a du thym, il y a du basilic, il y a de l'origan, il y a du sel de céleri, en tout cas, on a toute la recette. Je vais la poster sur dis-la pas en voix haute, là. Le KFC Police va te trouver. Alors, apparemment que mixer tout ça avec 2 tasses de farine blanche, ça serait la recette secrète. Par contre, KFC
fait son poulet avec c'est une espèce de friteuse bain-marie. C'est une espèce de friteuse à vapeur, tu sais, que tu peux pas, ça cuit à vapeur. C'est très difficile de reproduire le mode de cuisson. C'est ça. C'est le mode de cuisson qui va, qui est spécial. qui fait le tout, qui rend le tout compliqué. Mais, apparemment que c'est la original recipe et que avec le bon mode de cuisson, on pourra se faire du KFC à volonté. Ben, vous saviez qu'il y a 2 personnes seulement vivantes qui savent la recette du Coca-Cola. Mm-hmm. Et vous savez qu'ils n'ont pas le droit de prendre l'avion le même jour. Ouais, ben c'est ça, en même temps. Même temps. Ouais, c'est ça, en même temps, parce qu'il faudrait pas que les deux meurent. Ouais. Parce qu'il y a vraiment personne d'autre qui le sait. Non. Puis s'il y en a un qui finit par commencer à être malade, il va le dire à quelqu'un d'autre, puis ils vont probablement le tuer ou le wiper à mémoire. J'ai aucune idée comment ça marche. Mon impression, là, j'ai l'impression que mon gut feeling par rapport à ça, c'est que je pense que c'est plus vrai. Je pense qu'on... Parce que, tu sais, j'ai l'impression que c'est un vrai bon moyen dans les années 50-60. Un système anti-vol pour... Mais c'est tellement une bonne histoire, cette affaire-là, que je pense que il a continué. Mais ce serait vraiment quelque chose à vérifier pour de vrai s'il y a encore vraiment les 2 personnes, parce que dans l'âge d'Internet, si on fait juste savoir c'est qui ces personnes-là, ça y est, c'est fini, tu sais. Ouais, c'est ça. Si on sait c'est qui, là, s'ils ont moindrement écrit à quelque part, si c'est pas genre à la main chez eux sur un papier, on va le trouver, puis on va le savoir. Mais en même temps, même à l'âge de l'Internet, Conan, il y a des secrets qui peuvent être gardés. Oui. On n'a qu'à penser à tous les launch codes de missiles nucléaires. Ah, tu sais comment ils sont gardés ces affaires-là, man? C'est des niveaux de ridiculité, c'est des niveaux de sécurité vraiment plus bas qu'on pense. Pour de vrai, là, c'est comme des floppy disquettes 8 bits. Parce que c'est des vieilles technologies qu'ils n'ont pas pu... Ils ont installé ça dans le temps que la technologie était émergente. C'est Jeff Goldblum qui a installé ça. Non, mais pour de vrai, il y a beaucoup d'affaires par rapport à la technologie nucléaire que c'est des affaires qui datent de l'époque où ça a été créé. Obsolètes. Et ils n'osent pas le mettre à jour pour que ce soit plugué, que ça soit accessible à l'Internet, etc. Ouais. Donc, c'est tout gardé. Toute mise à jour fait des copies, donc toute copie contient un risque. Tout ça pour dire que, j'ai l'impression que la recette, un peu, je sais pas comme toi, Conan, je suis plus sûr que c'est probablement rendu un mythe, mais ils ont intérêt à ce que ça ne se sache pas, parce que regarde l'ascension fulgurante de Red Bull dans les 15 dernières années. C'est probablement une recette aussi basique que celle pour un genre de... c'est une liqueur, mais avec plus de caféine. C'est ça, puis il y a pas beaucoup de tu sais, le goût de Red Bull, j'ai l'impression qu'il est plus dû au mélange des ingrédients médicinaux que... Exact, mais tout ça pour dire que il reste que néanmoins, c'est une liqueur de course, mais c'est une liqueur pareille. Donc, on voit à quel point Red Bull a de l'argent, là. À quel point ce processus-là de réussir à le vendre et rendre des produits populaires dans le domaine des boissons gazeuses, ça a l'air être payant, c'est un méchant temps. Oui. Ça fait que si Co perd sa recette, ça pourrait être catastrophique parce qu'ils doivent faire de l'argent comme ça, n'a pas de bon sens. Regarde Red Bull, ils savent plus comment brûler le cash, ça n'a aucun sens. Ils envoient du monde dans l'espace, man. Ils font des concours de machines volantes. Puis ils ont fait une académie de musique là à Montréal. L'Académie des Red Bull de musique. Ils sont en Formule 1. Ils ont 2 équipes de Formule 1. Mais écoute, oublie ça. Il y a trop de cash, littéralement. C'est ça. Ça a l'air être trop payant. Ils ont les surplus d'argent. Ouais, fait que je suis pas sûr que c'est des gars qui ont un code spécial puis qui se connaissent pas puis que s'ils se voient, ils vont avoir comme un flash puis le mémoire va wiper, ils vont tomber à terre avec 2 clones, on se rend compte de plugués ensemble. Non plus, je pense pas. Mais reste que c'est quelque chose de quand même assez probablement assez sophistiqué. Oui, c'est sûr qu'il faut qu'ils protègent quand même. Ils ont à protéger le trademark de leur recette. Oui. Mais je pense qu'il y a des manières plus efficaces que 2 gars là qu'il faut que tu monitores constamment parce que tu sais pas jamais où est-ce qu'ils sont. Les gars, pendant la prochaine demi-heure, je n'aurai d'autre choix que de vous monitorer constamment parce que ça va chauffer. Oui, on revient tout de suite après. On discute jeux vidéo au Geek Contre-Attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks Contre-Attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks Contre-Attaque dans un instant. Ouais, c'est sûr. C'est des chips de 6 pouces de large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité c'est du Saint-Doux. Ouais, puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy.
Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble. Oh my God, qu'on est rendu loin. Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, Star Wars, Square Enix, Final Fantasy, dans la série qui... Et nous sommes de retour pour la suite de l'émission Les Geeks contre-attaque. Et cette fois-ci, on y va dans un sujet qu'on parle de temps à autre aux geeks. Maggie, s'il te plaît. Chronique jeux vidéo! Mais étant donné que le sujet soulève bien des passions, voici un thème supplémentaire. Chronique versus! Ce thème-là sans la boule à mettre, ça doit faire 4 ans qu'on s'en est pas servi. Donc, ça faisait partie du concept. Je l'entendais pas souvent, mais c'était en impro que j'entendais si régulièrement. Ouais, c'est pour ça que je l'entends tout le temps. Mais ça, Chronique versus, c'était à la genèse de l'émission Les Geeks contre-attaque. Ça faisait partie des chroniques récurrentes, parce qu'on essayait de faire en sorte qu'il y ait un débat sur un sujet à chaque fois avec lequel. On a abandonné ça parce qu'on avait plus de fun à se parler entre nous autres pour avoir du plaisir. Il y avait eu ça au début des Geeks. Ouais, peut-être les 7-8 premiers épisodes, puis après ça on a fait comme on va arrêter. Ben, je suis sûr que si ça met d'attention tout le temps, c'est pas le fun. Ben, c'est pas ça, c'est que des fois c'était fake, parce qu'on était obligé de prendre un bord qu'on était pas d'accord, parce qu'on était tous d'accord avant d'en parler, on était comme, bon, ben là, faut que quelqu'un prenne le côté contre, ben là, on va le prendre. Fait que là, c'était comme, c'était un peu awkward, parce qu'on n'était pas toujours en désaccord. Ben ouais, non, ben, j'imagine bien. On n'est pas une émission qui sert à ça. Cependant, là, on va avoir 2 revers de la médaille. On va parler... Pour la 3e semaine consécutive, mais ça fait couler beaucoup d'encre. Cette semaine en particulier, ouais, là, cette semaine, là, c'est comme une dérape incroyable. Ouais. La supposée débâcle de No Man's Sky, ok? Et je dis supposée parce que je trouve que tout, selon moi, ok? Selon Éric Lajoie, ici présent, je trouve que tout est gonflé hors de proportion dans le cas de No Man's Sky. Remets-nous dans le contexte. Ok. No Man's Sky est un jeu qui est attendu depuis 3 ans, des bandes annonces extraordinaires au E3 depuis tout ce temps-là. Et c'est un petit groupe de développeurs se met à parler en entrevue pendant ces 3 années-là, on a développé, hey, ce serait le fun, on va probablement faire ça, puis telle affaire, ce serait cool, puis on va faire ça aussi. Mais il était très, 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 très vague, toujours, ok? Très cryptique, très mystérieux. Il en disait pas, il en impliquait peut-être, c'était toujours vague, ok? Fait qu'il y a des gens qui ont bâti, de façon légitime ou non, ils se sont bâti une anticipation. Ouais, okay? Quand tu dis vague, c'est faux. Il a répondu oui à des questions précises. C'est pas vrai. Vague, ça, là. Mais souvent, il était pas nécessairement très clair. Il était le plus vague qu'il pouvait, mais quand il se faisait poser des questions précises, puis il répondait précisément, là, ça, c'est plus vague. Tout ça pour dire qu'il a donné des informations qui se sont avérées être fausses, dans le sens que, dans n'importe quel développement de jeu, n'importe quel, il y a des choses qu'ils veulent faire. Puis, arrivé à la sortie du jeu, finalement, ils n'ont pas pu. Le problème, c'est qu'il a pas dit, on va tout faire en sorte pour que ça soit dedans. Il a dit, ça va être dedans, et ça l'a pas été. Il y a des gens qui l'ont pris mal, ok? Ils l'ont pris très mal, parce qu'ils s'attendaient peut-être au Second Coming of Christ avec ce jeu-là. J'ai aucune idée c'est parce que l'anticipation sur No Man's Sky a été démesurée. Et je dis bien démesurée pour la grandeur du studio de Hello Games, qui était 5 au départ, on vous rappelle, là? 5? La campagne de promotion de Sony a été démesurée pour le produit qu'il y avait dans les mains. C'était un super bon jeu, une belle preuve de concept, quelque chose de super le fun. Ils étaient poussés avec des attentes de fou parce qu'ils ont promis des choses qu'ils n'ont pas pu livrer. Okay? Et là, le monde, à cause de... Comparé à d'autres jeux qui ont été décevants, il y en a eu plein les dernières années. Là. Je veux dire, on s'entend que Watch Dogs était un démo de ce qu'il aurait dû être. Il y en a plein de jeux qui étaient comme vides de même. Des jeux qui fonctionnaient juste pas. Je vais pas recommencer à piquer sur le clou de Ubisoft, mais on parlera pas d'Assassin's Creed Unity. Bon, ben c'est ça. Okay. Il y a eu plein de petits affaires comme ça dans le passé. Cependant, l'espace, le gap, je pourrais dire entre guillemets, dans le fond, le fossé entre les anticipations qui étaient à un niveau extraordinairement haut et le résultat du jeu une fois qu'il est sorti est tellement énorme que ce que les médias de jeux vidéo et d'Internet parlent récemment, c'est que c'est probablement le pire. Là, après 3 semaines. Ce serait le pire
comment je pourrais dire le terme en français? Ce serait la pire débâche, là. Ouais, ben c'est ça que j'ai dit, dans le fond, le pire fausse publicité sur un jeu, puis la plus grande déception des fans de l'histoire des jeux vidéo. Ce que moi, je réfute. C'est pas si pire que ça. Je joue au jeu, j'ai du plaisir, il est le fun. Je m'attendais à un peu au-dessus. Mais est-ce que je suis assez dessus pour arrêter de jouer? Pas du tout. J'ai du fun avec le jeu, puis c'est bien correct. Et la communauté des gamers en tant que telle, c'est quoi qu'elle a à dire généralement? Là, il y a une cabale de parties contre le Sean Murray, qui est le développeur en chef de Hello Games. Qui le traite de menteur de tout et non, que c'est un sale, que c'est un fraudeur, que c'est le deuxième Peter Molineux, comme Conan disait. Je sais pas... OK, je pense que c'est quelqu'un qui s'est fait dépasser par ses ambitions, mais que au lieu que ça se fasse en cachette, ça a été fait devant caméra, et c'est pour ça que le monde ils partent avec les faux puis les fourches puis les torches. Mais si on l'avait pas su, ça aurait pas été grave. Conan, tu sembles avoir une opinion différente là-dessus. Ouais, ben moi je te dirais que, tu sais, c'est ça. Je suis d'accord là, que effectivement, là, on va remettre toutes les choses là dans l'objectivité, là, comme ça reste un jeu vidéo. Hein? Oui, c'est ça. Le gars mérite pas des menaces de mort. Il mérite pas de perdre toute sa job puis sa business à cause que le jeu était décevant. Voilà, ça n'a pas rapport. Si demain tous les jeux vidéo disparaissent de la planète, là, on va être correct. Non, c'est ça, on mourra pas. Bon. Fait que c'est sûr que c'est un peu le propre d'Internet de partir en peur puis dès qu'il y a quelque chose de mettre une loupe devant toutes les choses qu'ils aiment. C'est quoi l'Internet Love Machine ou l'Internet Hate Machine? Tu sais, c'est soit les deux. Soit que, oh my god, t'as encore plus d'amour que tu pensais jamais recevoir. Oui. Soit que, oh my god, t'as encore plus d'amour. Et Hello Games a eu les deux successivement. Oui, c'est ça. Il y a quand même un petit mélange des deux. Mais c'est ça. Je suis d'accord avec toi pour dire que... tu sais, la déception, là, comme, faut s'en remettre dans la vie. Okay, moi, j'ai été déçu, mais c'est comme, ok, là, je veux dire, mais je te dirais que j'ai rangé ça dans mon histoire mentale, comme, c'est comme j'ai passé une soirée dans un bar à dépenser un peu trop de cash pour être un petit peu comme, ça valait pas la peine. Mais, je regrette pas du tout. Je veux dire, je peux aller reporter le jeu, je vais garder le jeu, je vais y retourner de manière, occasionnelle, dans même, quand ça va me tenter, quand il plantera pas d'en face parce qu'il m'a planté d'en face tellement souvent. Ça arrive quelquefois, oui. Et ça vient vrai. Ça, c'est un petit peu frustrant. Mais au moins, il save au moment où tu as planté. Tu perds jamais ton progrès. Non, c'est ça. Mais justement, je viens de voir, pendant que tu parlais tu mettais la mise en contexte, j'ai fait une petite recherche, ou voir des dernières nouvelles. Et puis, il y a un joueur qui semble dire que il s'est rendu jusqu'au centre de la galaxie. En fait, il allait se rendre, puis il dit, je vais retourner à ma première planète, et elle n'était plus là. OK, bon. La planète est encore là, mais ses uploads n'étaient plus là. Dans le sens qu'il avait renommé tout ça, c'était plus là. Il y a eu des updates là-dessus, il y a eu... Ça a été révélé, c'est quoi, hier ou ce matin, là. Finalement, c'est pas vrai. Tout est gardé en mémoire. Non, c'est 100% vrai, mais il a fallu qu'il envoie un email à Hello Games, pour qu'eux disent, tu sais, reparte ta game. Il a fallu qu'il fasse une coupe de choses, qui délite sa game, je pense, puis qu'il reparte, puis là, c'était correct. Mais il a quand même fallu qu'il fasse une coupe d'affaires. Okay. C'est sûr que c'est pas grave. Mais ça semble être un cas isolé, plus que ça. On efface tous vos uploads, puis ça donne rien de toutes ces... Mais ça donne rien de toute manière. C'était la rumeur qui circulait cette semaine. Ça donne rien. Mais c'est un jeu. Ouais, évidemment que ça donne rien. Mais dans le sens que, tu sais, même si toutes les, c'est pas comme s'il y avait un vrai but par rapport à nommer des trucs, à part le milestone de t'en nommes, je pense que tu nommes une planète complète, tu fais ça 10 fois, puis tu sais, t'as le milestone. Mais dans le sens que, y a pas, mettons, un but commun à toutes les... Si tout le monde nomme les planètes, il va, tu sais, non, mais c'est pas grave. C'est quand même, je te dirais que c'est cool pour une raison. C'est que j'ai joué comme beaucoup, là, depuis que je l'ai. J'ai, une fois, depuis que j'ai commencé à jouer, croisé un système qui avait déjà été exploré par quelqu'un. Ah ouais? Et qui a été exploré par quelqu'un, genre tu voyais le nom du joueur, Discovered by tel nom, telle date. Il avait découvert une semaine avant moi. J'étais arrivé sur sa planète, puis j'ai tombé par hasard sur un de ses waypoints. Fait que c'est comme, OK, c'est le fun. J'ai croisé une fois une place que quelqu'un a déjà visitée. Ouais, mais ça m'est arrivé tout le temps. Il y a des aliens partout dans la galaxie, de toute manière. Ça, c'est une des affaires que c'est comme... Ouais. Au point de vue de l'histoire, ça tient pas la route. Quand tu regardes l'univers qui nous est présenté en disant c'est des vieilles races que les mots... C'est les mêmes buildings pis les mêmes sentinelles partout sur mes planètes. Puis tu peux faire une planète puis avoir tous les mots de vocabulaire, puis même à ça, c'est supposé être des vieux vocabulaires, mais comme, ben non, tous les aliens parlent de cette maudite race-là. Puis t'as-tu déjà demandé à quelqu'un de t'apprendre... Alright. Si je m'en vais en Russie, OK, je vais demander, c'est quoi, comment vous vous appelez vous autres les Russes? Là, il va me dire, Rushka. Je vais faire, OK, merci, je vais repartir chez nous. Là, quand je vais vouloir savoir un deuxième mot, je vais retourner voir mes amis en Russie, leur demander, hey, c'est quoi le mot pour... Ça, c'est un petit peu, je comprends, là, ça fait partie de la mécanique des affaires, mais
ça vient que l'effort déployé pour le mini plus 1 que t'as, il est dur à justifier. Plus que tu joues, plus que c'est dur à justifier. En même temps, Conan, c'est ce genre de jeu-là. Mais c'est ça, c'est le genre de jeu comme ça, mais c'est parce que faut toujours que t'aies un petit get plus 1, moi, quand tu fais une action de grinding, faut que ça donne une petite affaire de plus. Là, il donne une petite affaire de plus, mais des fois, c'est vraiment long avant d'avoir juste, là, Puis tu sais, il y avait quelques personnes sur Internet qui ont suggéré des choses qui auraient été le fun. Moi, mon idée, ça aurait été que la variété semble être beaucoup plus présente plus tu t'approches du centre. Ouais. Okay? Mais je pense que la variété des planètes devrait pas être par rapport à ton progrès dans le jeu, parce que la plupart du monde se sont jamais rendus là. Ils ont fait un petit peu, puis se sont rendus compte tout le temps pareil. Ça aurait dû être plus évident en partant. Ouais. C'est que il y a beaucoup de jeux qui sont séparés en tiers, on dit en moitié, c'est-à-dire la courbe de progression puis le endgame. C'est-à-dire que pour ceux qui sont dans le endgame, qui sont vers la fin, qui veulent monter le level, est-ce qu'il y a la rejouabilité une fois que tu as monté tes levels, que t'es rendu très fort, et la courbe de progression au départ. La courbe de progression de No Man's Sky, elle tombe sur un plateau très rapidement. Oui, vraiment. Et c'est comme les premiers 2-3 heures sont magistrales. J'ai magique, là. Pour de vrai, j'ai vécu des moments que j'ai jamais vécu dans un jeu vidéo de toute ma vie. Tu sais, la planète là-bas, oh my god, j'y vais. Je suis rendu malade. Mais ça tombe sur un plateau rapidement. Et ça prend beaucoup de temps avant que tu quittes vers un autre plateau. Et c'est peut-être là qu'il y aurait eu du travail à faire. Sauf que quand je vois les jeunes sur Internet qui disent bientôt le Sean Murray fera plus jamais de jeux vidéo, puis il devrait plus, faudrait qu'il fasse sa compagnie, c'est un croiseur. Je pense que la plateforme de No Man's Sky est une plateforme extraordinaire qui a plein de potentiel. OK, c'est une version bêta alors qu'on pensait avoir un jeu fini AAA parce que ça avait été publicité comme ça par Sony qui se sont... Je comprends qu'ils ont voulu comme suivre le hype des bandes annonces via 3. Mais ils pouvaient pas pousser ça comme un AAA puis de charger le prix d'un AAA. C'était pas un jeu AAA. Non, c'est ça. C'est un extraordinaire jeu indépendant. Mais c'est pas un jeu AAA. C'est ça. Mais c'est une base sensationnelle pour rajouter. Si ils gardent ce base-là au lieu de se dépêcher de faire un No Man's Sky 2 dans 3 ans, ce qui serait, ce serait juste avouer l'échec. Alors que je trouve que la base est vraiment cool. Ils partent de là, puis ils vont juste greffer à ça du matériel pour rendre plus de rejouabilité au jeu. Fallout 4 a fait un maudit bel exemple de ça. Chacun des ajouts qu'ils ont rajoutés, soit rajouter une quête avec ces nouvelles armes, ou des outils et des éléments qui vont rajouter à ta façon de builder des éléments de gameplay qui viennent changer la mécanique. Et le survival mode qui est arrivé comme après 6 mois, qui changeait complètement la façon de jouer au jeu. Ça, ils ont compris que oui, t'as un jeu de base, les mains, mais tu dois construire sur ce solage-là. Et le solage de No Man's Sky, je veux dire, moi, j'ai juste hâte de voir qu'est-ce qu'on va bâtir là-dessus. Faut pas que les gens se mettent... faudrait pas que Hello Games et Sony, selon mon propre avis, tombent victimes de la rage de l'Internet, les écoutent comme si c'était du monde sérieux puis crédible, et décident de tirer à la plug sur No Man's Sky. Il y a de quoi bâtir ça. Je suis d'accord que ce serait très triste. D'ailleurs, notre collaborateur Stéphane Goulet qui nous écoute présentement me dit sur Facebook non, si demain les jeux vidéo disparaissent, je meurs. Donc, mon point est OK, certains d'entre nous l'auraient plus rough que d'autres. OK, pour être honnête, c'est vrai. Mais je reviendrai à mes genres de jeux de billes, labyrinthe, tout ce que tu tournes la bille par d'un point à l'autre. Ouais, c'était dur, ça, c'était le fun. C'était tough, c'était le fun. J'avais déjà vu un jeu virtuel de ça. Ou des genres de pinball avec de l'eau. Oh! Ça, c'était... que tu pesais, ça faisait de l'air, puis ça faisait de l'air. Toutes les grand-mères avaient ça chez eux. Donc, malgré votre animosité par rapport à ce sujet-là, est-ce que vous tomberiez d'accord à dire que la balle a été échappée par Sony et non par le mon petit Mikey, développeur? Là, tu veux remettre le débat. moi, je trouve que la balle a été échappée du côté de Sean Murray. Parce que c'est un adulte. Même s'il n'y a pas de l'expérience, là, comme d'autres développeurs auraient pu voir comme, je suis mieux de peut-être pas faire de la pub. Mais reste que, Sony, je vois comment qu'ils ont voulu faire ça. Sony, on le cash d'en face. C'est comme, si on fait tellement de cash, si on dit que ça va être ça, laissez-nous faire. Dites que ça va être awesome, on va faire full le cash. Je comprends Sean Murray d'avoir voulu faire, ça va être mieux
ultimement pour nous. Il se fait dérouler un pont d'or. Il y avait un petit studio de 5 personnes avec un jeu de motocross. Ouais, mais il aurait dû réaliser que le pont d'or était un piège. Ouais, il aurait dû, dans un monde utopique et cinématographique. Non, pas dans un monde utopique. Il y a personne qui aurait refusé ça. Personne aurait... Non. Oui. Non. Oui. Qu'est-ce qui serait passé s'il aurait refusé? Rien d'autre que le chemin sur lequel il était déjà lancé, puis il aurait fait sûrement c'est ça, je comprends ton point. Intègre dans la vie. Il y a du monde intègre dans la vie. Ça existe là, dans les jeux vidéo, dans les films. Il y en a du monde qui disent non à du cash des fois. Là, ça existe. Oui, mais pas quand c'est la première fois. Pas dans cette situation-là. Je dis pas que j'aurais pas pris le cash. C'est ta job, c'est l'opportunité de ta vie. Je dis pas que j'aurais pas pris le cash, mais je dis que il offre de supporter ta job. Puis ton projet, il arrive, 100% sont de ton bord. Le monde était alliés. Le monde était déjà hypé en malade. Oui. Il y avait pas besoin. Ouais, mais il y avait aucune. De la press machine de Sony derrière ça. Il y avait pas besoin de monter la hype. Dès qu'ils montraient des choses c'est quoi, c'est au Video Games Award, la première fois, c'était même pas au E3, c'était avant les E3. Ouais. Il y avait des gros jeux qui sont sortis cette année-là, puis le petit 2 minutes, là, ça a volé le show. Je veux dire, il n'y avait pas besoin. Mais je te dirais que là, on sait le résultat. Oui, il aurait dû. Cependant, sans savoir le résultat, il n'y avait aucune bonne raison de refuser l'aide et le support de son allié Sony. Lui, il savait son produit, c'était quoi? Il savait son produit. Il était à 3 ans de la sortie. Peut-être qu'il espérait que les choses soient mieux aussi. Ouais, mais ça, non, mais là, tu prêtes des intentions, justement, là, il est trop bon dans tes yeux. Il fait des erreurs, ce gars-là, puis ce gars-là, il a été greedy. OK. Il a vu mais le tu cash. sais pas les gars, fin du premier round. La chanson de la semaine. Bon. C'est fun. OK, donc, on va y aller avec... on parlait de No Man's Sky. On va aller avec une chanson de trame sonore de No Man's Sky. On va y aller avec Super Moon. Parce que c'est pas assez une lune. On va prendre une super lune. Donc, Super Moon, de la trame sonore de No Man's Sky par 65 Days of Static sur les ondes des Geeks Contre-Attaque.
Hey, nous sommes de retour. Hey, tabarnouche. Ouais, on a écouté la pièce Supermoon du jeu. Je pense qu'on peut le dire, controversé. Pour le moins controversé, No Man's Sky. Mais c'est drôle, pareil, que c'est un jeu qui sert de controverse, parce que, tu sais, quand on regarde, mettons, c'est quoi le jeu, ça a comme pas lieu de faire tant ça a pas lieu de faire tant de bruit que ça, je trouve. Mais c'est le contraste de, tu sors un Call of Duty où tout le monde se tire dessus en criant, OK? Puis le monde, il y a pas de débat, il y a pas de problème. Ça, c'est un jeu super chill puis relax, c'est de l'autre des affaires. Puis le monde se font des menaces de mort sur Internet parce que y a pas la fonctionnalité que je voulais! Tu sais, c'est chill, man. Ouais. Êtes-vous arrivé à un accord quelconque, un terrain d'entente? Le point qu'on discutait avant la pause, c'était que Sean Murray aurait dû voir d'avance la catastrophe. Moi, je pense pas que personne n'est devin, puis je pense que il était très sincèrement à l'époque où ce que tout a commencé à grimper. Il voulait que le jeu soit comme il a dit. Moi, je pense qu'aussi. Il était pas hypocrite, là. Il était pas mal intentionné, genre, ils auront pas ce qu'ils veulent tout le long en se frottant les mains. Je pense. Il y a personne de foncièrement. Je refuse de croire ça, moi aussi. C'est sûr que c'est pas ça. C'est pas vrai, là. L'Internet le fait passer pour un sale fraudeur depuis 3 ans. Non. Le gars, il a pas réussi à l'atteindre, et là, il est pogné avec le clash de, j'aurais peut-être pas dû le dire, on l'a pas réussi, on a l'air à des caves. Oui, vous avez l'air à des caves. C'est un cas ici d'un pauvre rêveur enthousiaste. Exact. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est plus ça que les accusations vraiment malsaines qu'il y a sur Internet à son égard. Mais il est quand même brûlé pour un petit bout sur Internet. Là. Malheureusement. Son prochain jeu, là, faut pas falloir que celui fasse le pire. Il va falloir qu'il se fasse un pseudonyme. Non, mais juste dans le sens que, tu sais, moi, je pense qu'il y a quand même encore sa carrière de dev n'est pas finie. Je pense, OK? Je pense que si, dans les prochains mois, il sort des DLC avec des nouvelles mécaniques et que le jeu commence à ressembler, se rapproche de ce que c'était supposé être, à la limite avec les fans du jeu, les fans de Sony, puis tout ça, il va regagner une partie de son blason. Cependant, dans l'univers mainstream grand public du média de geek et de jeux vidéo, il est brûlé. Ouais. Parce que ceux qui ont arrêté le jour recommenceront pas. Tu comprends? Le jeu a été publicité pour tout le monde. Sony a dit, tous ceux qui ont un PS4, faut qu'ils jouent à ça. Alors que c'est un jeu qui était comme... Une certaine partie des joueurs sont naturellement enclins d'aimer ce jeu-là. Mais ça, c'est vrai qu'il avait vraiment dit c'est un jeu niche. Puis là, il l'avait dit depuis le début. Oui. Ça, je pense qu'il aurait même dû encore plus le dire, mais ça, il a été... Il arrêtait pas de dire qu'il allait pas avoir de multiplayer, mais Sony regardait ça. Non, il a toujours dit, ça peut arriver, mais il y a pratiquement aucune chance que ça arrive. Ouais, mais quand tu réponds, est-ce que tu peux rencontrer un autre player? Oui. Oui, mais il y a pratiquement de chance que ça arrive. C'est un oui. Ouais. C'est un oui. Ouais, sauf que tu sais, il y a une chance sur 1 milliard. Ouais, mais c'est arrivé dans les 20 premières heures de la première journée. Oui, mais Conan, mettons si je te dis là, il peut me pousser, OK, un avocat dans le milieu du front en 4 secondes. Okay. Highly unlikely, mais si ça arrive, écoute. Okay, tu comprends-tu? Oui! Il y a une infime possibilité que ça arrive. Est-ce que tu peux me prendre en mal de t'avoir fait cette promesse-là puis d'avoir comme pas livré? Ben, les chances sont infimes que ça arrive. Si ça arrive pas, tu vas être déçu. Si tu me dis qu'il y a personne qui est supposé avoir des avocats dans le front, je vais te croire. Si je me lève le matin et je vois 2 personnes, une en face de l'autre avec 2 avocats dans le front, là, je vais te dire, là, Eric, ça n'a pas rapport à ce que tu m'as dit. C'est un peu ça. C'est un peu ça, là, tu sais. Tout ça pour dire que je trouve que le monde est déçu. Le monde est trop déçu, ça je suis d'accord avec toi 100%. Je vais dire comme j'ai dit pendant la pause, et dans d'autres termes, je vais dire tout simplement que c'est un fiasco émotif à l'échelle grand F. Là. C'est n'importe quoi. Le monde, ou des deux côtés, là. C'est inexcusable le hype qu'il y a eu par rapport à ce jeu-là. Okay? Inexcusable. Et le fait que le monde tombe des nues, c'est que les nues étaient hautes en Moses aussi. Là. Ouais. Okay? Ils sont tombés vraiment de haut. Là. Puis oui, ils se sont tous fracturés le corps, puis ils blâment n'importe qui d'autre qu'eux autres même d'avoir monté aussi haut, parce que mon Dieu, que c'était extraordinaire la vue au-dessus de ça. Mais c'était ça. Je pense que dans l'histoire de No Man's Sky, alors que les gens s'amusent à pointer Sean Murray du doigt, à pointer Sony du doigt, tout le monde est coupable. Tout le monde a son blâme à porter là-dessus. C'est mon opinion. Mais si vous voulez dire, vous voulez crucifier sa place publique Sean Murray parce que c'est un fraudeur ou un sale, faites ce que vous voulez. Moi, j'y accorde aucune mauvaise attention au gars, mais bon, c'est vous autres. Là. Moi, je peux pas y accorder de vraie mauvaise attention, mais je pense qu'il l'a échappé quand même. Mais c'est pas, je veux dire, moi, je suis bien prêt à
à voir qu'est-ce qu'il va nous offrir comme produit après, parce que comme je disais, sa carrière de dev est pas finie. Là. Il y a au moins encore une idée de jeu à faire, ce gars-là. T'sais, mettons, on va lui donner ça. Là. Il y a encore au moins un jeune dans lui. Honnêtement, je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce qu'il va faire. Mais même que je vais même aller voir le jeu qu'il a fait avant, le truc de... Ouais, le jeu de bicycle, c'était... J'oublie le nom, mais c'était bien. Ouais, jeu de bicycle. Jeu de motocross, un hand set bike en isométrique. Motocross Madness? Non, c'est pas ça. Oui. En tout cas, mais donc... Ça te prouve à quel point il était nowhere avant de commencer. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Le monde, effectivement, il y a un peu trop un procès public sur Sean Murray. Mais c'est parce qu'en même temps, qui peut pointer quelqu'un chez Sony? Ça existe pas. Sony est une faceless corporation. Il y a pas si on avait le nom de la personne responsable de PR de Sony, je te garantis que cette personne-là, elle serait dans un... Elle se montrera pas face en public des prochaines semaines, c'est sûr. Ben, je veux dire, personne ne dit qui, là. Je veux dire, avoir la monde qui travaille chez Sony. Ben, ça arrive. Microsoft, à une certaine époque, leur gars de PR était très, 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 très volubile dans les... Tu parles-tu de... Comment il s'appelle? Ballmer, Steve Ballmer? Ouais, c'est ça. Il était assez volubile. On savait c'était qui, tu sais. Ouais. On savait c'était qui. Donc, ça dépend des compagnies. C'est une culture de compagnie qui va être différente de chaque place à l'autre. Mais j'ai hâte de voir de quoi No Man's Sky va avoir l'air dans un an. Moi, j'espère que ça va changer. Moi, c'est la seule chose que je peux dire, c'est que je partage notre collègue Stéphane Goulet nous dit que c'est Joe Danger. Joe Danger, ouais. Joe Danger, merci beaucoup Stéphane. Donc ouais, je partage avec toi. J'ai hâte de voir de quoi ça va avoir dans un an. Mais j'ai une grosse partie de moi qui me dit quand ouais, ça va être la même chose. Et comme le français est une langue fascinante, on peut terminer avec une belle expression qui va dire: tu partages mon opinion sur certaines choses, mais on a quand même une opinion partagée. Et, effectivement. Oh. Hein? Ben oui. Hein? C'est vrai que ça veut pas dire... Hein? Capoté, hein? On va y aller en pause, puis on vous revient pour la suite et fin. On parle de cinéma dans le troisième demi-heure. Yes. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des Geeks contre-attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, vous pouvez boire un verre d'eau, hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie, ça... J'ai plus rien à dire, là. Et nous sommes de retour dans une harmonie tout à fait indiscutable pour la suite et la fin de cette émission. Un beau devrais-je dire, c'est notre dernière émission de la formule estivale des Geeks contre-attaque. Donc, vous avez aimé ça syntoniser, nous autres, de 1h à 2h30. Donc, on va changer un petit peu de case horaire. On vous en dit pas plus pour l'instant. Et on a une belle surprise pour vous pour la saison automne-hiver 2016-2017. Oh yeah. Parlant de la saison automne-hiver. Ouais. Hey! Une mention par émission, merci. Ben bon, il y a la campagne pré-membership qui s'en vient, là. Oui. C'est, il faut devenir membre de CKRL parce que on a besoin de votre support. Yes. Pas parce que on n'a pas de scène chez nous, mais que ça nous prend de l'argent. Yes. Donc, pourquoi devenir membre? Mais enfin, oui, pour nous soutenir, comme on vous disait, soutenir la relève artistique. Il y a plein de bands qui vont pitcher le démo ici, qui vont avoir leur première chance d'être entendus, grâce au fait qu'ici à CKRL, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vraiment, là. Vraiment, OK? S'il y a pas vraiment un style de musique que tu peux jouer, qu'il n'y a pas quelqu'un dans le case horaire de CKRL qui va t'accommoder à son style. Il y en a vraiment pour tout le monde. Ça fait que ça donne la chance à plein d'artistes, aussi obscurs et weird soit-il, que hyper talentueux d'un côté, peut-être plus niche de l'autre côté, peu importe. Il y en a vraiment pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, profitez de rabais aussi. Parce que si vous êtes membre de CKRL, vous avez une carte. Et cette carte-là vous permet d'avoir des rabais dans différents dans le fond, marchands de la région de Québec. Et la liste est écrite, dans le fond, sur le site de CKRL, si je me trompe pas. Oui. Puis, non seulement ça, mais en plus des rabais, si vous vous inscrivez avant le vendredi 2 septembre, vous courez la chance de gagner un prix de participation d'une valeur de pas 100, pas 200, pas 3000, 300 $. Oh. J'ai manqué ma chance. De pas 100 000, de pas 10 000, de 100 $.
Donc, 300 $. Le tirage va avoir lieu au Bal du Lézard. Venez nous voir en passant le vendredi 2 septembre. Ça va être notre lancement de la programmation. Yes. Alors, venez nous voir au Bal du Lézard. Oui, puis c'est toujours intéressant parce que là, vous avez l'occasion d'entendre parler chacun des représentants de vrai toutes les émissions phares ici à CKRL, mais surtout aussi ceux qui vont être en leurs premières armes à la radio, ceux qui vont débuter avec des nouveaux concepts, des nouvelles émissions. Donc c'est toujours intéressant. Oui, l'été, il y a plein de choses qui s'expérimentent qui sont le fun, mais là c'est de voir ceux qui rentrent dans la programmation d'hiver. On voit des projets le fun, on voit des nouveaux animateurs qui sont fébriles, qui ont hâte de parler de ce qu'ils ont à offrir comme show, donc hyper intéressant. On serait-tu dû de remettre sur la page des Geeks Contre-Attaque notre première émission à vie, en carrière? Eh, mon Dieu Seigneur! Je serais honnêtement curieux d'entendre ça, moi, les gars. Tu l'as jamais entendu? Non. J'ai ça encore dans mes archives. Oui, je l'ai encore. Je sais on l'avait peut-être diffusé l'an dernier. Je pense qu'il est sur notre channel YouTube. De vérifier avec Phil. Je pense que la première émission des Geeks est sur le channel YouTube. Mais je pourrais en sélectionner une dans les premières, qui est pas nécessairement la première, mais où ce qu'on a commencé à l'échapper. Puis à penser qu'on contrôlait la situation, mais peut-être pas tant que ça. Ça pourrait être drôle. On serait dû pour un petit throwback. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être faire un mix-up de 3-4 des meilleurs moments de notre première année de radio. Pourquoi pas? Un petit TBT, un petit hashtag TBT. Le problème, ça me tente pas de tout me retaper. Ouais, c'est ça. C'est long, hein. Puis c'est pas comme si t'as un cue visuel de « Ah oui, quand il parle comme ça, on est rendu... » Non, faut que t'écoutes chaque conversation. Ben oui. Oh, parlant d'écouter. Oui. Oh. Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'Arsenault. T'as encore les sourires aux lèvres quand tu l'entends. À chaque fois. Conan qui me disait que la carte de membre était 25 $ et qu'on pouvait devenir membre par téléphone, 88 640 2575. Oui, ça aide en personne, sur les heures de bureau, 405 3e Avenue, ou par le site www.ckrl.qc.ca parce qu'on a PayPal. Bon, c'est tout. Nice. Donc, Conan. Yes. T'as écouté des vues? J'ai vu des vues. T'as vu des vues? J'ai vu des vues cette semaine. Je n'ai vu des moins bonnes que d'autres. Je n'ai vu une très bonne. On va commencer par la moins bonne. On va commencer en fait par un mini segment là, que je vais essayer de faire de manière semi-régulière. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur Netflix? Oh, OK. Oui. Donc, il y a pas grand-chose de nouveau sur C'est Netflix. tranquille. Je te dirais là que... C'est peut-être les 2 premières semaines de septembre, on va commencer à avoir du nouveau stock intéressant, mais là, pour tuer, c'est mort. Récemment, il y a 3 jours, il est sorti American Hustle sur Netflix, donc pour le monde qui le Arnaque à l'américaine en français. Oui, avec Christian Bale, avec... exactement, puis Jennifer... l'autre. Jennifer, pas Jennifer Love Hewitt, mais l'autre J-Lo, Lawrence, Jennifer Lawrence. Yes, mon Dieu, comment ça s'appelle? L'actrice la mieux payée d'Hollywood, puis on cherche son nom de famille. Ouais. Pathétique. Ensuite. Donc, est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu as vu, Mikey? Non, j'ai pas encore vu. C'est un bon petit film. Christian Bale, très drôle, justement, bedonnant avec il y a le, comment qu'on appelle le come-over, là. Oui, c'est vraiment, oui. Donc, bon petit film. Je dirais que, je pense que ma seule critique négative, c'est que Jennifer Lawrence, est peut-être pas à sa place dans ce film-là. Elle est pas mauvaise. Elle est souvent pas à sa place. Ouais, moi, je prends les mots de Redditor Media quand ils disent, elle a de l'air d'une petite fille qui joue à l'adulte, puis je suis d'accord. Ouais. Elle a encore une face de teenager. C'est qu'elle a eu des succès extraordinaires avec certaines de ses performances, mais là, on l'a mis mur à mur partout, alors qu'elle aurait pas dû être mur à mur partout. D'accord. Tu regardes un gars comme Léo, comme Brad Pitt, comme une couple comme ça, là, Ryan Gosling, des gars qui, au début de leur carrière, avaient pas peut-être le jugement de dire, hey, ils prenaient tout ce qu'on leur offrait. Fait qu'ils ont fait plein de films où ils faisaient sensiblement le même personnage de beau gosse, puis pas de personnalité. Et quand ils ont commencé à avoir un peu plus de discernement, puis de choisir leur script, ça a donné vraiment une carrière à date presque flawless dans les dernières années pour ce qui est des 3 que je viens de nommer. Pas mal. Donc, c'est un peu le contraire avec elle, là. C'est que Jennifer, elle devrait ouais, c'est ça. C'est peut-être pour ça que, peut-être qu'elle devrait être choisir avec un peu plus de parcimonie, puis quelque chose qui, parce que j'ai l'impression qu'il y a des films qui vont caster Jennifer Lawrence juste pour attirer du monde, puis pas nécessairement parce qu'elle est adéquate pour le rôle. Non, je suis d'accord. Tu sais, genre, je n'aimerais pas X-Men. Ouais, voilà. On va pas ça n'a rien à voir avec les X-Men, mais c'est ça. Ouais, exactement d'accord avec toi. Donc, c'est pas mal de tout. Il y a Doom qui est arrivé il y a 2 semaines, mais Doom, on oublie le film de Doom, s'il vous plaît, tout le monde. Hein?
collectivement, on oublie le film de Doom. Je l'ai vu au cinéma. Oh my God. Hey, sais-tu qu'est-ce qui m'a le plus frustré, moi, dans tout ce film-là? À la fin, là, quand il y a une séquence en point of view, là, il tourne les coins comme un cave. Il tourne les coins, genre, sans sans strafer, sans de déplacement latéral, comme, il tourne les coins comme un robot qui arrive devant un coin, il regarde le coin, après ça, il tourne à 90 degrés. Oh my God. Il s'en va dans le milieu du couloir avant de se tourner. Bref, tu t'exposes le flanc pendant de nombreuses secondes. Écoute. Il y a ça, et il y a le fait que rien était pareil à nous. Non, c'était pas bon. C'était sur Mars. Ouais. C'est quoi? On a vu à peu près 4 secondes de rouge à l'écran. Ouais. Doom et rouge. Tapissé. Pas de démons, pas d'enfer, pas de... Il y a pas de démons, non? Non, c'est de l'ADN de martiens. C'est des... Des extraterrestres. Puis dans le fond, c'est juste... T'as l'impression que c'est Karl Urban versus The Rock. C'est vrai. Dans un réplica de station spatiale, puis quelqu'un a mis la tempe Doom dessus. Enlève le mot Doom, puis personne sait que c'est un film de jeu Doom. Exact. On appelle ça Space Horror. C'est exactement. La seule chose qu'on a en commun avec le jeu, c'est le nom. C'est un des pires. Juste pour avoir de façon consistante et parfaite, complètement éviter le point de faire un jeu de Doom. Il a tout raté. Tout! En espérant que la semaine prochaine, il va y avoir plus de... notre prochaine mission, il va y avoir plus de nouveautés Netflix. Parce que c'est ça qu'on parlait. Oui. Mais non, c'est ça, c'est une nouveauté Netflix, mais il y a vraiment rien. Mais donc, là, je vais enchaîner avec, il reste plus beaucoup de temps, je vais déjà enchaîner avec les deux films. Donc, le premier film que j'ai vu, pourquoi je me suis fait ça? J'ai écouté Now You See Me Too. Déjà que le premier, je trouvais ça... Le film de magicien, d'action de magicien. Des magiciens qui font des vols de banque, là, puis qui règlent le monde avec insaisissable! Pour de vrai, moi, avoir été magicien dans ma vie, je trouve que c'est... j'ai un petit peu honte de dire... Ouais, tu sais, j'ai honte de savoir de quoi qu'il parle, puis de t'as déjà... Ouais, j'étais magicien legit pendant, j'ai fait au moins un show dans ma vie de magicien, donc, j'ai prestidigitateur, j'ai fait ça dans ma vie, oui, c'est une de mes facettes, oui. Je prends ça là demain. Oui, de même. C'est pour ça qu'il faut jamais me truster quand on joue aux cartes avec moi. Et ça, c'est legit. Parce que je suis vraiment un salopard. Si on joue un jeu de boire avec des cartes, là, avec moi, là, faut vraiment me surveiller parce que j'ai comme tout le temps des paquets cachés, je sors des cartes. Conan, le dodécaèdre des geeks. C'est une histoire. Donc, Now You See Me Too, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et c'est des magiciens qui décident de régler les torts de la société en exposant des gens qui sont corrompus. Et ils font ça comme de manière publique dans un show. Tu sais, mettons comme... Ce film-là, c'est écrit par quelqu'un qui est tellement loin de la réalité que... Des fois, ça en vient insultant de comme, OK, là, je comprends que c'est un film, là, mais là, calvaire, ça marche pas comme ça dans la vie, tu sais. Mettons, il se pointe, il y a un petit peu trop trippé sur le documentaire de James Randi puis qu'ils ont décidé qu'il allait comme... Non, même pas, non, voyons, non, justement, James Randi, c'est pas la vraie, tu sais, le scepticisme et tout, non, là, c'est, eux autres sont dans la représentation de la vraie fausse magie, c'est-à-dire... La vraie fausse magie? David Blaine, là? Non, mais ce que David Blaine dit qu'il fait, eux autres, dans le film, ils font pour vrai, genre. OK. Tu sais, mettons, genre, il pogne une carte, il y a pitch, là, il y en a comme 75 000 qui spawnnent la carte, ça fait un gros tourbillon de cartes et lui, il disparaît. Non! Ça se peut pas. Non! Voilà. C'est un truc de CGI au lieu d'être un truc practical. C'est tout le temps ça fait la même dans ce film-là. C'est ça qui me gosse au plus haut point. Mais donc, là, c'est une gang de magiciens qui s'appelle les 4 Horsemen qui règlent les problèmes de la société. Ils font un heist. Tu sais, mettons, ils font des trucs publiquement. C'est mettons, ils ont tous des micros, là, puis du monde, il y a la foule. C'est comme, OK, on va faire un jeu de magie, mais là, ils se ramassent à plein d'endroits, mettons, dans la ville différemment. Ça n'a pas de maudit bon sens. Puis finalement, ils finissent par sauver la société de la ville, évidemment. Et, regarde, je te donne juste une citation pour te dire à quel point, dans quel genre d'écriture on est. OK? Puis là, c'est le méchant qui dit à un des 4 Horsemen. Cette clé est la clé de tous les systèmes d'ordinateurs au monde. Je veux que vous la voliez pour moi. Right? Attends un peu. Je vais appeler Internet, voir. Ouais, c'est ça, OK? On est exactement dans le genre de discours de je vais downloader Internet au complet. Non, man. Ouais. Ouais. C'est pas mal de bruit que j'ai fait pendant tout le long du film. Je dirais que Daniel Radcliffe a été dans des films de magiciens plus crédibles que ça. Oui.
Tu comprends ce que je veux dire? Parce que le bad guy, il est joué par Daniel Radcliffe, Harry Potter, qui aurait dû savoir que c'est quoi un bon film de magicien pour pas aller jouer dans cette... Non, mais en plus, son personnage dit que lui, il veut faire de real magic. Le personnage d'Harry Potter dans le film, pas d'Harry Potter, m'a donné une règle, il dit, non, I do real magic. Comme, fuck you, dude. Non, c'est vraiment un gros poète. Écoute, il y a une scène au complet que, tu sais, quand ils vont voler la chip, justement, c'est une petite chip tellement mince qu'ils peuvent la coller sur une vraie carte à jouer. Ça paraîtra pas, tu sais. Ah, ben non. Évidemment. Fait que là, ils arrivent là, ils font des simagrées, parce qu'il y a aussi des affaires d'hypnose, tu sais, comme, mettons, ils te prennent, comme, ils hypnotisent le monde qui font des affaires, ils vont faire des trucs qui se rendront pas compte, puis après, tu sais, là, tous les clichés d'affaires de magie, ça marche pas comme ça dans la vie, ben c'est là-dedans. Ça, c'est dans le fond, le côté genre, faut croire ça pour que ça fasse du sens. C'est vraiment ça, c'est juste ça, ce film-là. C'est juste ça. Mais la meilleure scène, la scène la plus insoutenable du film, ils vont voler la carte, ils sont comme les quatre dans la pièce. Là, faut qu'ils se passent la carte. Tu sais, comme pendant qu'ils se font fouiller, faut qu'ils fassent des manipulations de la carte, mettons, ok, je mets la main comme ça, la carte est derrière, tu sais, puis là, tu sais, mais ils se la pitchent aussi en même temps, mais je te jure, la scène doit durer 6-7 minutes, de eux qui se pitchent la carte, ils l'attrapent là, ils se la mettent là, le gars il a fouille, il a tourne de bord, il se pitch la carte, ça donne fuck all, parce qu'à la fin, il passe juste par une seule place, qu'il fallait juste qu'il passe la carte, tu sais, comme, il aurait pu skipper tout ça, juste faire le dernier petit bout, et ça aurait été la même chose. Là, oui. Checkez ça, on a de la dextérité. Puis en plus, c'est très, tu vois bien qu'il y a aucune vraie carte, c'est juste des acteurs qui font comme... Ah, ok, puis c'est des CGI. Les cartes en CGI. C'est terrible. Un film de magicien, puis mettre des cartes en CGI. Oui, même quand il fait ses manipulations de même, là, l'acteur n'est pas capable de le faire parce que c'est très dur de faire des vrais flips de cartes, c'est super dur, puis t'as pas des années de te préparer, fait que le gars est, le gars de Social Network, là, tu sais, il met sa main comme ça, puis il y a un spin de même, puis tu vois que la carte avait juste comme floup, c'est vraiment dégueu. Non. Ok, donc, you don't have to see, now you can see. Voilà, merci. Can see me. Ok, donc, don't see me too. Ouais, c'est ça, don't see me, now you see me. Fatigant, ça. Ok, alors, il y a la musique, puis on revient avec ton autre musique. La chanson de la semaine 3! Et là, on va dans les boulamites sévères. Est sorti sur OC Remix cette semaine, un remix d'un jeu. Hey boy! Oh oui, on va loin. On va sur un remix d'un jeu de Sega. Ok, Sega, pas Sega Genesis. Sega Master System. C'est le vrai, le brun, Master System. Le brun rouge. Exactement. Nice. Ok. Un jeu qui a été extraordinairement populaire dans les arcades, dans les années 80. Et je parle d'un jeu de jet. Je parle de Afterburner. Il y avait ça au Sega? Oh oui, le port de jeu d'arcade était officiellement sur Sega. Nintendo l'a pas eu. Ils ont eu une version lame, je pense au Super NES, mais c'est Sega qui avait eu la version originale. Les jeux d'arcade de ça pour les gens qui sont trop jeunes pour reconnaître les arcades. Ah, mon Dieu. On rentrait dans la cabine et la cabine bougeait au Dans complet. Terminator 2, c'est la machine sur laquelle John Connor joue avant que le T-1000 arrive qui parte en moto. C'est vrai! C'est vrai, il joue à ça. Mais la cabine qui bouge au complet, là, c'était too much pour mes petits sens d'enfant de 9-10 ans. Incroyable. Ouais, donc Afterburner, la trame sonore d'Afterburner, repris par un des réarrangeurs que j'apprécie beaucoup sur la communauté de OC Remix, c'est-à-dire Sixto Sounds, qui est un genre de studio. C'est un gars, mais il y a beaucoup de monde qui vont l'aider, dépendant des instruments qu'il a besoin. On écoute de la trame sonore d'Afterburner, On Wings of Steel, sur les ondes des Geeks Contre-Attaque.
a écouté Afterburner, la pièce On Wings of Steel. Ça, c'est du remixeur Sixto Sounds. Et c'est disponible, bien sûr, sur overclockremix.org. Donc, on poursuit notre chronique cinéma avec Conan. Donc, t'as vu Now You See Me Too and You Don't Want to See It Anymore? And Ever Again. OK. Donc, et il y avait rien sur Netflix qui était notable, sinon de s'amuser à détruire Doom encore, parce qu'il mérite toujours. Effectivement. Qu'est-ce que t'as vu qui était le fun? Je suis allé voir au cinéma Kubo et l'épée magique en français, ou Kubo and the Two Strings. Wow, ok, on en avait parlé un peu, ça, on avait dit au public d'aller voir ça. J'avais invité les gens à aller le voir, mais je l'avais pas encore vu, et je regrette pas du tout d'avoir invité. Et c'est incroyable, ce film-là. Incroyable, là, c'est le nouveau chef-d'œuvre de Studio Laika, parce que j'ai réécouté Coraline en plus avant hier pour voir la comparaison, puis Coraline est absolument parfait comme film, mais Kubo, c'est encore meilleur. C'est amené à un autre niveau encore. Ça va plus loin, parce que c'est vraiment, on suit Kubo, qui essaye de savoir pourquoi sa mère est comme sous une espèce de malédiction, si on veut. Lui, il peut pas sortir le soir. Elle dit qu'il peut pas sortir le soir parce qu'elle sait pas pourquoi. Il sait pas pourquoi, parce qu'elle est comme un peu dans une espèce de coma, si on veut, mais elle se réveille, puis elle passe la journée dehors, mais quand le jour se lève, elle est soudainement animée, genre, pis comme, elle parle à Kubo, pis tu te souviens de ton père, il était comme ça, pis nanana, ma vie c'est ça, pis dès que le soir arrive, elle devient une espèce de zombie, pis là, il peut plus rien faire avec, mais il peut pas sortir le soir, donc faut qu'il reste dans sa caverne. Puis là, évidemment, il sort un soir, et là, sa tante le retrouve. Puis là, s'ensuit toute une espèce d'aventure fantastique dans tous les sens du terme. C'est vraiment un truc, c'est un conte de fantasy, mais c'est aussi vraiment une aventure qui a pas de sens. C'est vraiment ça va très loin, c'est très varié les environnements qu'on voit. Studio Laika ont brisé un record pour ce film-là. Ils ont animé une poupée de 12 pieds de haut. Une poupée de 12 pieds de haut en stop motion. C'est un petit peu ridicule comme défi, là. Ouais, non, c'était imbécile. C'était pas nécessaire. Il a dit, on y va all-in. Fuck ça. Ouais. mais évidemment qu'ils se sont comme simplifié la vie, là. Ils ont comme animé la première moitié, ils ont animé le torse, puis après ça, ils ont animé les jambes. Mais la poupée, elle mesure 6 pieds. On voit une séquence à la fin du générique, on voit comme des séquences d'animateurs, puis vraiment, là, c'est un gros squelette, là, les gars. On voit un coup d'œil de la créature dans la bande-annonce aussi. On la voit-tu, là? Je me souviens d'une grosse affaire qui court après une autre plus petite affaire, là, vraiment plus petite. C'est ça, parce qu'il n'y a pas d'autre créature qui est très grosse. Mais en plus, elle est là rapidement dans le film, c'est pas comme le boss de la fin. Là. Ouais, moi, quand j'entends ça, j'ai comme, bon, ça va être le boss de la fin. Non, c'est comme la première affaire qu'il y a à aller, parce qu'il faut qu'elle cherche des items, évidemment. Il faut qu'elle cherche des items pour sa quest. Il faut qu'elle cherche le casque en or. Certaines critiques avaient dit que c'est ce qui est le plus proche d'un film de Zelda. Oh my god, 100%. 100%. Ça n'a même pas de sens comment. Mais en fait, je te dirais que, tu remplaces Kubo par Zelda. Parce qu'en fait, les critiques se sont un peu mêlées. Les critiques sont un peu mêlées dans la référence. Parce que techniquement, Zelda, ça s'apparente au conte. Je comprends ce que tu veux dire. C'est juste que cette ambiance-là dans un film. Oui, c'est Zelda. Mais en fait, je te dirais que j'en ai parlé hier à un de mes amis, puis je disais meilleur film d'animation, puis il disait meilleur que Kung Fu Panda 3, qui est sorti cette année-là aussi, qui est sorti cette année. Ouais. Puis je te dirais que les deux sont aussi excellents l'un que l'autre. Regarde, Kung Fu Panda 3, il est that good. Ah, il est débile. C'est le meilleur de la trilogie. Moi, j'ai vraiment capoté sur Kung Fu Panda 3. Je le réécouterai n'importe quand, ce film-là. Là, c'est too much. Pour de vrai, je suis vraiment partant entre les deux. Je pense que Kubo est un petit peu meilleur parce que c'est un défi un peu plus artistiquement pour du stop motion, c'est un niveau que ça l'a jamais été ever. Jamais. Écoute là, je le sais que c'est du stop motion, mais je le vois pas. Ce que je vois, c'est du très beau CGI là, si on veut. Là. Ce que je vois, c'est des personnages. C'est ce que je pensais que c'était au début quand j'avais vu les premières bandes annonces. Ouais. Puis là, j'ai commencé à me renseigner sur le film. C'est Studio Laika. C'est vraiment, vraiment beau, là. Mais c'est ça, autant que Kung Fu Panda 3 est chinois, ça, c'est japonais. C'est vraiment, vraiment... Ouais. Ça va loin dans la culture japonaise. Ils vont chercher des trucs là, que j'étais comme, wow, je me souviens d'avoir lu ça dans des vieux contes que ma coloc japonaise... Puis généralement, quand les Occidentaux tentent de rendre hommage à de la culture japonaise, ou même chinoise, c'est relativement maladroit. Ouais. Puis, cette fois-ci, ça semble être fait avec beaucoup de classe. Je te dirais que c'est la même chose pour Kung Fu Panda 3. Kung Fu Panda 3 est tellement bien fait qu'il y a beaucoup de monde en Chine qui se demande comment que des Occidentaux ont pu faire un film qui représente aussi bien la culture chinoise.
Fait que ça, c'est... Mais donc, Kubo, j'ai pas eu assez de temps d'en parler. Allez le voir. Allez encourager ce film-là. Ça vaut la peine. Amenez vos enfants. Ils vont avoir peur un peu, mais c'est pas grave. Ils vont s'en sortir plus grands et plus forts après. C'est une histoire magnifique, un beau conte. J'ai eu des larmes aux yeux plein de moments dans le film de toute beauté. Je recommande très très chaudement ce film-là. Je te dirais que c'est pas loin d'une note parfaite. Ça existe pas une note parfaite, mais c'est le plus haut 9.5 sur 10 que je peux donner. Wow! C'est de loin, là. Okay. Ce film-là, il y a aucune scène... C'est pas vrai. Il y a quelques petits moments que j'étais comme, OK, là, on prend un petit cool down. Mais bref, c'est... OK. Ouais. Hey, merci Conan. Ça me fait plaisir, mais c'est à toi. Allez voir Kubo. Merci Mikey. Ben, merci Eric. Et de rien. Merci à vous, chers auditeurs. Suivez-nous sur Facebook, YouTube et SoundCloud. Oui, suivez-nous sur Facebook surtout parce qu'on va vous annoncer notre nouvelle case horaire dans les prochaines semaines. Chez Bandoneon suit à l'instant. Yes, alors, merci, c'était une saison d'été hallucinante. On vous reparle pour la saison d'hiver. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.